Bon. Nous sommes heureux de recevoir aujourd'hui M. Hatem Lafti à l'occasion de la publication de son livre Tunisie vers un populisme autoritaire, point d'interrogation chez Rive-Neuve. C'est une co-édition Rive-Neuve 2022 en France et Nirvana en Tunisie. Alors vous êtes né en 1984, vous êtes ingénieur en informatique, vous contribuez à de nombreuses publications et vous avez déjà publié comme essayiste Tunisie des 6 mois, une révolution chez l'Harmattan en 2015. Et de la Révolution à la Restauration, où va la Tunisie? Encore un point d'interrogation. Chez Rive-Neuve aussi, en 2019. Alors, une première question qui est une incidente, c'est comment on passe de l'informatique à la science politique, au droit constitutionnel, à l'histoire, puisque tel est le sujet un peu de votre dernière publication. Alors, l'informatique, c'était une passion quand j'étais adolescent. Je suis né dans une famille plutôt littéraire. Politisé, pas spécialement engagé, mais assez politisé, donc mère plutôt de gauche, père nationaliste arabe, qui a fait carrière à la Ligue arabe à Tunis. Donc la politique était un petit peu notre pain quotidien, sans pour autant que... Enfin, mes parents étaient engagés quand ils étaient jeunes, mais pas vraiment sous la dictature, enfin, en tout cas pas engagés politiquement. Et j'ai baigné dans ça depuis tout petit. J'ai commencé à regarder. Donc, on vivait un petit peu par procuration. Je pense que mes amis algériens comprendront ça. On vivait par procuration la politique ou ce qui pouvait ressembler à la démocratie. Donc, on vivait la politique française et aussi un petit peu la politique libanaise où on avait pays arabes plus démocratiques, en tout cas à l'époque. Donc j'ai baigné dans ça depuis tout petit. J'ai fait effectivement des études d'ingénieur, mais ma passion a toujours été l'histoire, la politique. Et donc très vite, il y a eu la révolution au moment où j'ai commencé ma carrière professionnelle en Tunisie. Je suis arrivé à Paris 1 an avant la chute de Ben Ali. Il y avait déjà les mouvements contre la censure d'Internet. Amal 404 et Nahar al-Amal, Saïb Salah, enfin, des mouvements de jeunes qui se sont politisés sur cette question de la censure d'Internet. Et donc après la Révolution, chacun a essayé de trouver sa manière de s'engager. Moi, ça a été l'écriture. J'ai des amis qui ont intégré des partis politiques. Je pense que je fais beaucoup de politique, mais à travers l'écriture. Je commençais à produire des articles. Très vite, la question du livre s'est posée. Donc, j'ai sorti mon premier livre en 2015, puis en 2019, puis en 2022. Et là, j'essaye petit à petit vraiment de me spécialiser dans ça. Je contribue maintenant à des revues scientifiques, à des articles scientifiques, et je vais probablement passer le cap et faire une thèse de doctorat en sciences politiques. Donc voilà. Mais c'est juste un retour à une passion de jeunesse. Il y a eu une petite idylle avec le monde de l'informatique, mais très vite, on ne se refait pas. Alors, première question, c'est pourquoi associer populisme et autoritarisme? Qu'est-ce que recouvre ce concept, cette conception de populisme autoritaire? Alors, j'ai dit que je ne faisais pas d'engagement politique partisan en Tunisie. Il se trouve que j'en fais en France. Je suis membre de la France Insoumise, je suis militant ici dans le 11e arrondissement, où je tiens une équivalent de section locale, ce qu'on appelle un groupe d'action. Donc, la France Insoumise est un mouvement qui a été tenté pendant un temps, là, on revient un petit peu, mais il a été tenté par l'expérience populiste, très influencé par les écrits d'Ernesto Laclau, de Chantal Mouffe, qui est vraiment la théoricienne de la France Insoumise, très marqué par ce qu'on a appelé la révolution bolivarienne, donc au Venezuela, avec toute l'expérience de l'Amérique latine, avec Podemos. Donc la question du populisme de gauche s'est posée, notamment entre 2010 et 2017-2018, la campagne de 2017 étant vraiment la campagne populiste de gauche par excellence, celle de Jean-Luc Mélenchon, qui a permis un certain leadership sur la gauche. Donc dans ma bouche, le mot populisme n'est pas forcément une insulte. C'est-à-dire que le populisme de gauche
qui est plus vécu pas vraiment comme une idéologie, mais comme une manière d'arriver, une manière de faire de la politique. C'est comme ça que c'est théorisé par Chantal Mouffe. Le mot populisme ne me gênait pas outre mesure, c'est-à-dire que c'est devenu un anathème. Pour moi, ça ne me gênait pas. Mais quand il y a eu le coup d'État du 27 juillet 2021, Kais Saied, pour qui j'ai voté au second tour en 2019, parce qu'il faisait face à une personnalité notoirement corrompue, assez connue aussi en Algérie, Nabil Qaroui. Pour moi, la question ne se posait pas. On avait un corrompu, on avait quelqu'un d'intègre, donc j'ai voté pour lui. Mais je connaissais, contrairement à beaucoup d'autres Tunisiens qui l'ont découvert sur le tard, je connaissais son projet. Il avait un projet populiste, théorisé par des gens qui venaient de la gauche, d'une gauche radicale, conseilliste, avec lesquels on pouvait s'entendre en tant que France insoumise, mais qui, lui, est quelqu'un de très très conservateur, très réactionnaire. Donc je connaissais un petit peu son projet. J'ai voté pour lui parce que dans la configuration constitutionnelle de 2014, un président de la République qui en plus n'a pas de député à l'Assemblée, il peut être conservateur, il peut être ce qu'il veut, c'est pas lui en réalité qui gouverne. Lui, il est compétent pour la diplomatie, pour la défense nationale, je lui faisais confiance sur ces points-là, mais pour le reste, en vrai, c'est le Parlement et le Premier ministre qui décident. Donc ça ne me gênait pas outre mesure de voter pour lui. Le jour où il a accaparé les pleins pouvoirs, il est devenu le véritable chef de la Tunisie. Ce jour-là, je me suis dit, je connais son programme. C'est un programme populiste, certes avec des accents sociaux, mais c'est du populisme de droite, voire d'extrême droite, et ce qui se passe actuellement en Tunisie ne fait que le démontrer. Je me suis dit, c'est très grave, et très vite, j'ai commencé l'écriture de ce livre, et donc je voyais très bien le glissement vers de l'autoritarisme. Parce qu'il a eu des déclarations, il a eu des comportements, même quand il avait très peu de prérogatives, vous voyez le potentiel autoritaire, pas dire despotique, parce qu'aujourd'hui, s'il fallait renommer le livre, je parlerais d'un populisme despotique. Là, on est en prison avec des chefs d'accusation délirants, ses opposants, s'ils étaient reconnus coupables de tous les chefs d'accusation, ils courent plusieurs peines de mort. Et donc à partir de là, on parle de despotisme. Et ce que je ne voyais pas du tout venir, c'est vraiment la touche raciste de la dernière sortie qu'il a eue, donc ce fameux 21 février 2023. Oui, c'est ça. C'est dans les différentes acceptions du terme populisme, il y a un certain nombre d'éléments qui servent à le qualifier, à le désigner, à le décrire. Il y a notamment effectivement une rhétorique identitaire très, très, très forte. Alors, effectivement, un mot sur cette rhétorique et quid des propos xénophobes à l'encontre des migrants subsahariens, et comment voyez-vous cette sortie de route? Est-ce que c'est un dérapage d'un homme déstabilisé par des échecs électoraux ou l'exacerbation finalement d'un nationalisme assumé? Alors, en fait, c'est un mélange de tout ça. Le côté identitaire, encore une fois, ils ne s'en est jamais caché, très conservateur, Alors, des gens disent nationaliste arabe, je ne suis pas vraiment d'accord avec ça, mais en tout cas, c'est quelqu'un pour qui, et sur ça, je ne suis pas en total désaccord avec lui, les composantes principales de la nation tunisienne sont arabes et musulmanes. Dire la question amazighe se pose en d'autres termes en Tunisie, c'est-à-dire que globalement nous sommes majoritairement des berbères arabisés. Il n'y a pas vraiment un enjeu linguistique. Toute ma vie, j'ai vécu 25 ans en Tunisie, j'ai eu un camarade de classe qui parle berbère à la maison. Et encore, s'il ne m'avait pas dit ça, je veux dire, je ne l'aurais jamais su. C'est en allant une fois chez lui, en le voyant s'adresser à ses parents dans une langue que je ne comprenais pas, que j'ai vu ça. Et la question aussi de l'islam sunnite et, disons, la religion majoritaire en Tunisie, l'islam sunnite, malékite, enfin bref. Donc il n'y a pas vraiment d'enjeu identitaire. Donc, le fait de dire que la Tunisie est majoritairement arabe et musulmane, moi ça ne me choque pas outre mesure.
Il y a un discours, en Tunisie on a toujours eu deux discours. Alors le discours qui explique qu'on n'est que arabes et musulmans, plutôt les nationalistes arabes ou les islamistes, et l'autre discours qui explique qu'on est à peu près tout sauf arabes et musulmans. On est, pour noyer le poisson, on dit on est méditerranéen, donc ça fait, on quémande à l'Europe de nous accepter, on est presque blanc. Vous voyez, il y a ça notamment chez les élites. Et il y a un troisième discours qui est la nation tunisienne. C'est ce qu'a essayé de créer Bourguiba en expliquant que voilà, la Tunisie est une nation à part entière, était très influencée par la Troisième République, très jacobine, très centralisée. Et donc pour lui, c'était la même chose, comme en France, on a gommé les particularismes régionaux, il fallait faire exactement la même chose. Et je pense que le fait que la question, notamment à Mazir, ne se pose pas en Tunisie, c'est aussi dû à ça. C'est-à-dire que les berbérophones étaient déjà minoritaires, mais il s'est assuré que tout le monde parle arabe. Donc la question identitaire a toujours été au centre des enjeux depuis 10 ans, ce qui permet aussi d'éluder des questions plus importantes comme la question sociale. Donc il y a de ça chez Kais Saïd, mais chez lui c'est exacerbé. On est très arabe, très musulman. Il a réussi l'exploit d'intégrer la charia dans la constitution, ce que même les islamistes n'ont pas réussi à faire. Il a supprimé l'article 1er qui était une sorte de consensus trouvé entre islamistes et sécularistes, qui a été imposé par Bourguiba dès 1959 en disant que la Tunisie est un pays en arabe. Et toute la subtilité dans l'interprétation, est-ce qu'on parle de la Tunisie, de la République tunisienne, de l'État tunisien, du peuple tunisien. Donc il y avait ce flou artistique qui permettait que tout le monde se retrouve. Donc lui, il a dit, non, l'État n'a pas de religion, on ne va pas à la mosquée, donc c'est ridicule qu'il y ait une religion. Donc les laïcards étaient contents, voilà, il a expurgé la référence à l'islam, mais après il a dit, la Tunisie fait partie de la Oumma islamique, et elle doit l'État doit veiller à l'application des finalités de l'islam, autrement dit, des finalités de la charia, et en les détaillant. Donc il a réussi ce côté-là, on connaissait son côté identitaire. Le problème, c'est même pas ça. C'est que son populisme repose énormément, et on retrouve ça chez pas mal de populisme de droite, voire d'extrême droite, comme Trump, typiquement Bolsonaro, il repose sur la théorie du complot. C'est-à-dire que le complot est un mode de gouvernance chez Kais Saïd. On a une crise économique qui a des aspects clairs, nets, identifiés, à savoir, la Tunisie est en crise, en fait, depuis la crise des subprimes. C'est ce qui a fait exploser la révolution de 2010-2011, et c'est ce qui a fait, c'est ce qui a créé ça s'est poursuivi pendant 10 ans. Il y a eu un affaiblissement de l'économie, du fait de la révolution, du fait du terrorisme, du fait du Covid, donc il y a des éléments structurels. On sort à peine du Covid, et la Tunisie était l'un des derniers pays à en sortir, ce qui explique un petit peu le coup d'État, parce que c'est la crise du Covid qui a accéléré les choses. Et bam, on a la guerre en Ukraine, la Tunisie, j'imagine comme l'Algérie, reçoit énormément de céréales de Russie et d'Ukraine. Donc voilà. Et on a un pays dont la note souveraine est dégradée, donc il y a du mal à s'approvisionner aujourd'hui en matière alimentaire, etc. Donc il y a des explications assez rationnelles pour dire voilà où on en est. Kais Saïd, en réalité, il a très peu de connaissances en matière économique. Il veut pas, il ne veut pas. Et il a une explication, ce que j'ai appelé une lecture monocausale, c'est les termes que j'emploie dans mon livre, monocausale, complotiste et morale de l'économie. Et il explique tout par ça. Donc en gros, il y a les méchants spéculateurs qui cachent de la nourriture, qui font monter artificiellement les prix, pour que, alors pas pour des raisons vénales, pas pour des raisons crapuleuses, non, ils font ça pour créer une crise sociale et que les gens se retournent contre le pouvoir actuel qui est venu en réalité les sauver. Donc il y a tout ce discours, et ce discours, on le retrouve partout. Il y a eu un problème d'une déchetterie du côté de la ville de Sfax, deuxième ville du pays, une déchetterie qui arrivait à saturation,
Et donc, il y a eu une crise des déchets, on n'arrivait plus à collecter les déchets, et Sfax est devenu une décharge à ciel ouvert. Lui, il était déjà au courant, avant même qu'il arrive au pouvoir, parce qu'il y avait une déchetterie dans la banlieue de Sfax, qui pourrissait la vie de ce village, de cette petite ville de Marcas dans la banlieue de Sfax, et ils ont obtenu à ce que cette déchetterie soit fermée. Et c'est comme ça qu'il y a eu la crise des déchets. Qais Saïd vient expliquer qu'en réalité, c'est un complot. C'est un complot, on essaye, le terme qu'il emploie tout le temps, c'est tankil, c'est-à-dire on essaye de punir les gens parce qu'ils ont fait cette fameuse révolution, cette rectification du cours de l'histoire. Il ne pêche pas par modestie, ce monsieur. Donc, il a expliqué dans un premier temps que c'était un complot. Or, ce n'était pas le cas. Et des exemples comme ça, il y en a à l'appel. Une fois, il y a eu un problème, je pense que c'était le mois de février, il y a eu un problème au niveau de la comptabilité, les gens n'ont pas été payés, les fonctionnaires n'ont pas été payés à temps. Il a expliqué que c'était un complot, alors que la ministre est sortie pour dire, voilà, il y a eu un problème de comptabilité, de virement, ça s'est fait un samedi. Ça devait se faire un vendredi, ça s'est pas fait. Du coup, vous n'allez recevoir votre paye qu'à partir de lundi. Et il est sorti, il a dit on a piraté le système, etc., etc. Donc il explique tout par le complot, y compris cette fameuse théorie fumeuse du grand remplacement à la sauce tunisienne. C'est-à-dire que il y a un parti nationaliste, un parti fasciste, disons les termes, qui a été créé il y a quelques années, qui était plutôt en berne, qui défend cette théorie du complot, du remplacement. Alors lui, il appelle ça la colonisation de l'Afrique du Nord par les Noirs d'Afrique subsaharienne. Il se trouve que l'un des fondateurs de ce mouvement a été dans les cercles proches de Qais Saïd. Et ce mouvement s'appelle comment ? Le mouvement s'appelle le Parti nationaliste tunisien. D'accord. Et ce mouvement a commencé une campagne. Moi, je le suis depuis 4 ou 5 mois. On s'est posé la question, parce que j'écris pour des médias, notamment pour Nawet en Tunisie, pour Middle East Eye. La question s'est posée, est-ce qu'on en parle ou pas ? Avec toujours cette peur de l'effet Streisand, si on en parle pour dénoncer, on va leur faire de la pub, etc. Mais je voyais le discours. Alors, il faisait, si vous voulez, la campagne, ils l'ont faite exactement comme l'a faite Qais Saïd, c'est-à-dire ils sillonnent le pays, ils vont dans les cafés populaires, ils discutent avec des gens, ils distribuent des tracts, ils ont des dossards identifiés, etc. Et ils donnent aux gens un tract avec une théorie du complot qui, encore une fois, c'est le propre de la théorie du complot, qui a un fond de vrai. En gros, on prend des éléments qui ne sont pas liés et on les amalgame et on en fait quelque chose de cohérent. La théorie, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle part de quelque chose de vrai. Les Européens ne veulent plus d'immigration chez eux et ils veulent que ce soit sous-traité par les pays de départ, à savoir les pays du sud de la Méditerranée, notamment les pays du Maghreb. Donc on va payer ces pays, on va leur donner des sous pour qu'ils gardent les migrants. Et on fait exactement la même chose avec Erdogan en Turquie. Donc ça, numéro 1, c'est ce qu'on appelle l'externalisation des frontières. Ça, c'est quelque chose de vrai. Donc on va trouver... après, les Européens ne sont pas d'accord sur comment faire, soit la méthode actuelle, c'est-à-dire on signe des chèques, soit dit en passant, il se passe exactement la même chose entre le Royaume-Uni et la France. Le Royaume-Uni externalise sa frontière à Calais, en vertu du traité du Touquet. C'est exactement la même chose. Les Britanniques signent des chèques et c'est les Français qui gardent la frontière des Anglais. Donc c'est exactement la même chose. Sauf que bon, là, on n'est pas entre deux impérialismes qui se parlent. Là, c'est des pays impérialistes et d'autres qui ont besoin de cet argent pour le coup, donc qui prennent les subsides qu'on veut bien leur donner. Donc il y a ça. Après, il y en a d'autres qui veulent pousser la logique jusqu'à installer des hotspots pour que les demandeurs d'asile fassent leur demande dans les pays du départ, et s'ils sont déboutés, ils ne rentrent pas. Donc, on va chercher la déclaration d'un ministre belge qui a suggéré ça, et encore une fois, c'est quelque chose qui revient souvent dans le débat public, notamment en France. On le dit, et derrière, on dit, vous voyez,
ils veulent que les Africains s'installent chez nous. On voit également, du fait de plusieurs éléments, notamment la guerre en Libye, notamment le fait que l'Algérie laisse passer des migrants vers la Tunisie, du fait que voilà, il y a une présence pour le coup visible. C'est pas comme les Libyens, la Tunisie a accueilli je pense 1 million de Libyens pendant la guerre, ça s'est très très bien passé, c'était pas vu ni comme une invasion, ni comme rien du tout, des familles entières ont accueilli des Libyens chez eux, et ça n'a pas posé de problème. Sauf qu'un subsaharien, ça se voit. Donc il y a une présence visible, qui est fantasmée, et pour que tout ceci tienne la route, on va chercher des déclarations mais ultra marginales de suprémacistes noirs. Il y a 2 ou 3 vidéos qui circulent, c'est toujours les mêmes, qui sont celles que j'ai pu consulter, ne sont même pas filmées en Tunisie, elles sont filmées en France, à Paris. On reconnaît les barrières de la mairie de Paris, vertes et grises, et qui vont dire oui, l'Afrique est noire, et des personnes comme vous et moi, nous sommes des colons européens qui avons été envoyés au nord de l'Afrique, mais l'Afrique a toujours été noire à 100%, etc. Donc on prend des personnes ultra minoritaires, on fait tourner les vidéos, et pour que vraiment ça tienne, et pour que ça parle aux Tunisiens, on va faire un parallèle, et c'est là où ça diffère un petit peu de la théorie du grand remplacement, on va faire un parallèle avec la question palestinienne. On va dire, au XIXe siècle, les Juifs n'étaient plus, il y avait des pogroms, les Européens ne voulaient plus de Juifs chez eux. Certains suprémacistes juifs se sont dit, il nous faut un foyer national juif. Ils sont allés en Palestine. Au début, ils étaient très peu nombreux, et puis petit à petit, ils sont devenus très forts, ils ont monté leur État, et aujourd'hui, ils dominent les Arabes. La question palestinienne en Tunisie, tout comme en Algérie, c'est vraiment la question qui fédère les foules. On leur dit, vous voyez, il se passe exactement la même chose, et si vous ne voulez pas qu'il vous arrive la même chose que nos frères palestiniens, vous allez, il faut prendre des mesures maintenant. Et pour que la sauce tienne encore plus, on leur dit, on va jouer sur le racisme latent et l'identarisme, où on leur dit, en gros, non seulement c'est des Noirs qui viennent, mais ils sont majoritairement chrétiens. Donc, vous, blancs, entre guillemets, en tout cas vous, arabes, vous allez vous faire remplacer, non seulement par des Noirs, mais en plus des Noirs qui n'ont pas votre religion. Donc, il faut arrêter tout ça. Et ça a été d'une efficacité monstre. Moi, j'ai vu sur les réseaux sociaux, il se trouve que la campagne a commencé peu ou prou au moment où moi je faisais campagne entre guillemets pour mon livre. Donc je suis rentré très souvent, je suis rentré 7 ou 8 fois depuis la sortie de mon livre en octobre. Donc j'ai discuté avec des gens et j'ai vu la pénétration vraiment de cette théorie. Donc tout ça c'était avant le discours de Reisheim du 21. Comme lui, il est très perméable à tout ce qui est complot, comme ce parti a envoyé officiellement au gouvernement et au président de la République un dossier avec tout un argumentaire, il a pris l'argumentaire parce que ça lui va très bien, et ça lui permet aussi, vous avez raison, de sortir de certains échecs, parce qu'il a promis monts et merveilles, qu'il allait, entre guillemets, nettoyer le pays, des traîtres, des corrompus. Il n'y a rien eu. Aujourd'hui, les personnes en prison, c'est essentiellement ses opposants. Il a proposé tout un nouveau système politique que les gens n'ont pas validé. Je veux dire, il y a eu 28% de pour, si vous prenez, parce que si vous prenez la constitution qu'il a fait adopter, si on s'arrête au score soviétique, on se dit c'est génial, il a fait adopter à 94,5%, c'est génial. Si on voit dans le détail, c'est 94,5% de 30% de participants, ça fait 28%. Pas énorme pour un changement de constitution. Et le pire, vraiment la pire humiliation, c'était ces législatives qui étaient censées, parce que lui, il a fait tout son coup d'État sur l'impopularité du dernier Parlement, qui serait que corrompu, que loin des gens, etc. Il a dit, je vais changer le système, vous allez élire des députés dans vos circonscriptions, dans des toutes petites circonscriptions, en gros, c'est votre village et le village voisin qui un type vraiment de votre localité qui va vous représenter à l'Assemblée sur un programme local. C'est des personnes, on va tout faire pour mettre des embûches aux partis politiques.
Donc, théoriquement, si avant, le Parlement d'avant, c'était horrible, ben là, vous ne pouvez qu'être d'accord. Hein, malgré le harcèlement, malgré la campagne de SMS. Moi, je recevais des SMS tous les jours pour que j'aille voter, pour que j'aille m'inscrire, etc. Il n'y a eu que 11%. Premier et deuxième tour. Et donc là, il faut faire diversion, il faut trouver des coupables, parce que lui, il n'admet jamais, il se trompe jamais, lui, il a toujours raison. Donc, ce qu'on fait, c'est très simple. On va commencer à arrêter des opposants, en les amalgamant avec des personnes notoirement corrompues, comme ça, et en le faisant de manière assez hollywoodienne. On interpelle les gens le week-end, la nuit. Des fois, c'est scandaleux. Il y a un chef de parti, alors lui, il le déteste, parce qu'il l'a accusé de corruption, Razi Shaweshi, qui est un ancien ministre, d'un parti anti-corruption, un type intel comme il n'est juste pas permis. Il l'a accusé de corruption, le président, dans un de ses discours, il a dit qu'il était corrompu. Le monsieur est allé en justice, il a démontré par A plus B qu'il n'était absolument pas corrompu, il a obtenu un non-lieu, et il a dit, voyez, le président me diabolise, en gros, le président ment, donc il n'a jamais supporté ça. Du coup, c'était l'un des avocats des premières personnes déjà arrêtées. Il était au pôle antiterroriste. On lui a dit, monsieur, vous savez, vous aussi, vous êtes accusé. On a dit, ok, très bien. Du coup, vous m'arrêtez? On dit, non, c'était vendredi dernier. Non, revenez lundi, vous allez être auditionné par un juge et lui, il décidera si vous arrêtez ou pas. Il rentre chez lui, on lui envoie à minuit, vendredi minuit, donc en Tunisie, c'est la veille d'un week-end, vendredi minuit, 20 policiers viennent l'arrêter comme s'il était un bandit. Il était au parquet, il était chez les flics. Et là, on voit vraiment la volonté d'humilier ses opposants. Le type a dit, si je suis poursuivi, arrêtez-moi. Je suis chez vous, tant qu'à faire, mettez-moi aux arrêts et on n'en parle plus. Ils ont préféré l'arrêter. Donc là, on crée l'ennemi de l'intérieur. On fait fuiter, en plus, en toute impunité, il y a le dossier, donc là on parle d'un complot terroriste impliquant des personnes de l'intérieur, de l'extérieur. Bernard-Henri Lévy, en plus, comme ça parle à tout le monde. Bernard-Henri Lévy, un tel corrompu, et ça permet d'arrêter ses principaux opposants, de les mettre en prison, avec des peines très graves, et on sort pour dire ils sont coupables et celui qui osera les innocenter est leur complice. Donc bon courage pour trouver un juge d'instruction qui se dise on va les libérer. Et derrière, là ça fait les ennemis de l'intérieur qui complotent avec les ennemis de l'extérieur. Et ensuite, on va trouver d'autres ennemis de l'intérieur qui sont ces hordes de migrants qui arrivent, qui déferlent sur la Tunisie pour la toucher dans ce qui est de plus intime, à savoir son arabité, son islamité et sa, entre guillemets, blanchité. Donc, ça permet, aujourd'hui, quand je discute avec des gens, hors des cercles, on va dire, initiés, quand je lis ce qui s'écrit sur les réseaux sociaux, quand on discute avec des personnes, même de nos familles, ce qu'il a fait, il est hyper populaire. C'est-à-dire que les gens qui avaient besoin de justice, parce qu'effectivement pendant 10 ans il y a eu des dysfonctionnements à l'appel, il y a eu des corrompus qui s'en sortaient à chaque fois, donc il y a une demande de reddition de comptes, il y a une demande de justice, mais il y a aussi des bas instincts, c'est-à-dire le mot qui n'a pas d'équivalent en français, mais qu'on utilise bien chez nous, schmette. Il y a vraiment ce plaisir à voir en plus des personnes, des élites, des gens qu'on voit à la télé, donc on pense qu'ils sont hyper riches, et des personnes très riches par ailleurs. Les voir souffrir, c'est très bien, comme ça, on prend un malin plaisir, et puis derrière, il y a le chef qui va nous protéger de ces hordes de migrants qui veulent nous remplacer. Donc c'est vraiment quelque chose pour le coup, de très efficace. C'est-à-dire qu'on est ultra minoritaire aujourd'hui à défendre, à expliquer que nos frères subsahariens, à la base, c'est des humains, et que s'il y en a qui sont sans papier, déjà ils ne sont pas si nombreux que ça, on parle de 2 millions sur un pays de 12 millions,
Et ça marche, hein. Et les gens croient, parce on sort dans la rue, on voit des Noirs, donc on se dit, ça marche. On explique qu'ils sont sans papier, alors les gens se disent, ah, moi je suis pas raciste, je suis juste pour l'application de la loi. Quand on connaît le code des étrangers en Tunisie, comment des gens qui étaient, enfin, typiquement des étudiants qui n'arrivent pas, qu'on emmerde pour qui renouvellent leurs papiers, donc on crée des sans-papiers du fait de la bureaucratie, du fait de la corruption. On crée des sans-papiers, et puis bon, pour se donner bonne conscience. Non, moi j'ai rien contre les Noirs. En fait, je suis contre le fait qu'il y ait des sans-papiers, et puis on a des déclarations délirantes d'un ambassadeur qui parlait des Noirs qui se baladaient avec des machettes et qui violaient des femmes. Je veux dire, vraiment le discours d'extrême droite décomplexé. C'est plus Zemmour que Le Pen d'ailleurs. Et ça marche. Ça marche. Mon discours n'est pas audit. Quand je passe à la télé, je prends le tombereau d'insultes, traître, évidemment. Vassal de la France, hein, j'en passais des meilleurs. En plus, oui, tu es contre ton pays, nous, c'est un problème de sécurité nationale, etc. etc. Je ne vous dis pas, à chaque fois que je passe à la télé, le tombereau d'insultes que je me prends, les menaces sur les réseaux sociaux. Enfin, et donc, il faut être conscient que ce discours est majoritaire en Tunisie. Alors, peut-être contradictoirement, vous évoquiez tout à l'heure la question électorale et la dégringolade finalement de la participation électorale des Tunisiens entre le vote de la Constitution de 2013, 2014 à 2022. Comment ça traduit quoi, cette désaffection électorale? Qu'est-ce que cela dit? Plusieurs éléments. Premier élément, on a eu un mouvement quasi décroissant. Alors, il y a eu quelques sursauts sur même pas certaines élections, certains tours d'élections, les seconds tours typiquement, ou les législatives de 2014, il y a eu quelques sursauts, mais la tendance a été baissière depuis 2011. Et il faut dire qu'on partait quand même en 2011, on avait, je ne sais plus le chiffre en tête, mais à peine 50% de participation. On n'est jamais parti de très loin. Là, en plus, le président, pensant être hyper populaire, il est populaire, il n'est pas hyper populaire, mais il est très populaire. L'instance électorale qu'il a nommée, parce qu'avant on avait une instance indépendante, là on a une instance indépendante mais nommée par le président de la République, comprenne qui pourra. L'instance qu'il a nommée, elle a eu la bonne idée de se dire tout Tunisien va devenir électeur. Avant, on avait un décalage entre les inscrits et les non-inscrits. Et donc, il fallait faire la démarche d'aller s'inscrire. Là, c'est plus le cas. Là, on a dit, très bien, vous voulez voter, vous faites l'effort de vous inscrire. Au début, la nouvelle commission électorale a dit, vous êtes tunisien, vous votez, vous êtes inscrit. Donc, on a agrandi le spectre électoral, déjà. Donc, on a un corps électoral qui est passé de 7 à 9 millions, d'une part. D'autre part, les gens, si vous voulez, c'est quelque chose qui a peut-être changé depuis les élections. Parce qu'avec ces deux éléments, les arrestations et la défense de la race tunisienne, ça a peut-être changé. Mais ce que je vais dire s'arrête aux élections. Les gens, en fait, ne croient pas à son projet. Il n'y a pas d'adhésion à son projet. Lui, il a pensé un projet qui s'appelle la démocratie par la base. C'est en gros, le pouvoir viendra de la base. Et il faut que les députés soient les plus proches du terrain. Il faut qu'ils parlent de problématiques locales. Ce qui a pour intérêt aussi que le député va plus parler du nid de poule dans son quartier que de la réforme de la sécurité sociale ou des retraites. Et en face, on a un président de la République hyper puissant qui gère tout à part la problématique locale. Et donc, lui pensait que cet équilibre-là ferait que les Tunisiens se réconcilient avec la politique. Ou en tout cas avec le vote, parce que l'idée, c'était aussi de dépolitiser à mort les Tunisiens. Les gens n'ont pas marché. Ils ont plus ou moins marché, mais comme je vous ai dit, à 28%, donc on ne parle pas non plus d'un truc énorme. Ils ont marché pour le référendum, parce qu'on leur a expliqué, en gros, c'est soit vous votez pour cette constitution, soit on revient à ce qu'on appelle l'avant 25 juillet. Avant 25 juillet, les gens pensent, à la toute fin,
c'est-à-dire un pays qui n'arrive plus à soigner les Tunisiens, des gens qui doivent payer pour obtenir, même pas un lit, pour obtenir une place sur un lit. Je connais des personnes qui ont dormi à 2 ou à 3 sur un lit en payant énormément d'argent pour pouvoir être soignés. Donc ils se disent, bah non, c'est un traumatisme. Vraiment, la période Covid, c'était un traumatisme, parce que d'une part, on voyait des gens mourir dans la rue, littéralement, un pouvoir incapable de leur fournir des vaccins, et en contrepartie, on voyait des députés penser à toute autre chose, à se battre à l'Assemblée nationale, à demander des réparations pour les prisonniers politiques, enfin, plein d'éléments pour lesquels les gens ne voulaient plus revenir à ça. Donc on leur a dit, soit vous votez pour cette constitution, soit ça va être le retour des anciens. Donc ça a plus ou moins marché pour la constitution. Là, si vous voulez, Kais Saïd est là, par défaut, et ça c'est avant même son coup d'État. C'est-à-dire qu'il a toujours surclassé, mais de très très loin, ses challengers. Ce qui fait qu'il était... c'est pas un vote d'adhésion sur un projet, c'est un vote de rejet. C'est-à-dire que moi, mon problème, c'est les islamistes. Vous, votre problème, c'est les corrompus. Vous, votre problème, c'est la démocratie. Il y en a qui ont un problème avec la démocratie. Vous, votre problème, c'est les subsahariens. Vous avez quelqu'un qui vous dit, venez avec moi et je vais vous débarrasser de tout ça. Donc c'est pas tant son projet utopique de démocratie par la base, c'est, vous savez quoi, lui, il est contre les autres. Et malheureusement, cette logique de moi je vote contre, ça a toujours été à l'œuvre. C'est-à-dire les gens ont voté en 2011 pour les islamistes, de ce que c'était vraiment les victimes absolues de l'ancien régime, donc contre l'ancien régime. En 2014, ils ont voté pour une partie pour les islamistes contre les laïcs, entre guillemets les laïcs, et les autres, ils ont voté contre les islamistes pour un vieux monsieur de presque 90 ans, juste parce qu'il leur a dit qu'il allait les débarrasser des islamistes. 2019, même logique, etc. C'est toujours, on vote jamais par adhésion, on vote par rejet. Et là, on a, si vous voulez, la quintessence de ça. C'est vous votez pour moi, et je suis contre tout le monde. Et ça fait que chacun s'y retrouve. Et puis, il y a vraiment l'image, parce qu'on a vu des politiciens corrompus, si vous voulez, le Tunisien de base, qui est conservateur, qui n'a pas vraiment de problème avec Nahda parce qu'elle voudrait instaurer la charia ou que sais-je, son problème avec Nahda, c'est dans son quartier, dans son village, dans sa ville, le petit militant islamiste qui rasait les murs sous Ben Ali quand il n'était pas en prison, mais il est devenu très riche. Ou à défaut d'être riche, il est devenu notable, il avait accès à des emplois, il avait accès... Et donc, finalement, il y a un rejet de ces gens-là, vous voyez, ils ont profité de la révolution, pas nous. Donc, il y a ce rejet, vraiment. La Tunisie profonde, aujourd'hui, elle n'est pas contre l'islamisme. Parce que si on applique la définition de l'islamisme comme l'islam politique, Kais Saïd est islamiste. Il est même à droite du discours officiel de Nahda Chantan. Son problème, c'est que les islamistes, il y a plein d'éléments, ils se comportent comme... une entité à part, on questionne toujours leur appartenance à la Tunisie. Pendant des années, on avait des dirigeants qui parlaient, notamment le chef, qui parlait même pas un Tunisien normal. Donc il y a tout ce rejet. Et donc lui, il va agréger vraiment sur les rejets. Donc aujourd'hui, il est là faute de mieux. Parce qu'en face, on a une opposition qui est très divisée. Globalement, il y a 3 pôles de l'opposition. Il y a l'ancien régime pur et dur, Rabi El-Moussi autour le PDL, le Parti d'Historiens autour de Rabi El-Moussi. Il y a les islamistes et leurs alliés, et il y a plein d'éléments de la société civile, des partis qui ont une véritable existence médiatique, qui peuvent vous faire des analyses, et je le dis tout de suite, je fais partie de ce pôle-là, donc on peut vous faire des analyses très, très développées sur la situation, etc. Mais on n'arrive pas à mobiliser les foules. Donc il y a ces trois éléments qui se regardent en chien de faïence. C'est en train de bouger entre deux de ces pôles-là, c'est-à-dire les islamistes et entre guillemets les démocrates. Et lui, et en fait, la jonction,
n'était pas possible. Encore une fois, c'est quelque chose qui est en train de changer aujourd'hui, du fait de l'accélération vraiment de la dictature, du despotisme. Mais, et donc, en face, vous avez quelqu'un qui est déjà au pouvoir, qui passe pour être quelqu'un d'intègre, en tout cas qui a jamais mis, qui s'est pas enrichi, voilà, et qui vraiment met en avant cette histoire de moi, je suis intègre. Pendant des mois, il n'a même pas voulu habiter au palais de Carthage. Il habite dans un quartier. Alors, là où il habite lui précisément, c'est pas un quartier populaire, mais il est dans une zone pavillonnaire d'une cité populaire. Et donc il joue de ça. Et pour l'instant, les Tunisiens se disent, tant qu'à faire, il est là. Il y a une bonne partie aussi qui refuse la démocratie libérale, disons-le. Ils sont contents d'être, comme dirait Chirac, d'être chefés, qu'il y ait un chef qui décide, ça ne les gêne pas. Ça s'explique aussi de manière anthropologique, ça s'explique aussi que ces 10 ans étaient vraiment l'exception, mais sinon on a toujours eu une personne qui décidait. C'est quelque chose qui arrange aussi l'administration dans une acception très large, c'est-à-dire aussi bien l'administration armée, et l'armée et la police nationale. Parce que c'est là, par exemple, qu'il trouve ses soutiens. Il n'aurait jamais pu... son coup d'État, c'est quoi? Il a envoyé 2 chars d'assaut pour bloquer l'Assemblée. Clair, net. Quand je dis l'armée, et j'ai conscience de m'adresser à des Algériens, ça n'a strictement rien à voir. C'est-à-dire l'armée n'est pas au pouvoir en Tunisie. L'armée, contrairement à l'Algérie et à l'Égypte, n'est pas un acteur économique. Donc c'est encore autre chose. Mais toujours est-il que pour appliquer ses décisions, il a bloqué l'Assemblée en envoyant l'armée. Donc, par contre, ce qui existe en Tunisie et qui a une véritable réalité, c'est le système policier. Et que le ministère de l'Intérieur a toujours été le ministère le plus important, le plus couru d'ailleurs après la Révolution, celui qui voulait tenir le pouvoir, il visait le ministère de l'Intérieur. Et d'ailleurs, à part les islamistes, les partis se sont mis d'accord pour, y compris les islamistes, à partir de 2014, on n'a plus jamais mis quelqu'un avec une appartenance partidaire au ministère de l'Intérieur, parce que c'est le saint des saints, il faut essayer de le neutraliser. Donc, pareil, les services de police, pendant 10 ans, n'ont pas vraiment accepté la démocratisation. Ils ont toujours essayé de pousser pour qu'il y ait des lois répressives, profitant aussi du terrorisme, etc., pour dire, voilà, nous vous sauvons, donc vous êtes gentils, mais vous faites des lois répressives, des lois qui vous immunisent, en vrai. Aujourd'hui, ils sont bien contents aussi. Et l'administration n'a pas non plus accepté. L'administration a été architecturée pour obéir à soit un seul parti, soit un seul homme. C'est-à-dire qu'on a une administration qui a une existence d'au moins 150, 160 ans, c'est depuis Ahmed Bey, on va dire, au milieu du 19e siècle. On a cette administration qui est architecturée pour répondre à un donneur d'ordre. Ça a été les beys, puis ça a été, entre guillemets, les beys, la France qui gouverne derrière, puis ça a été Bourguiba, l'État parti, puis Ben Ali, l'État parti, et donc du jour au lendemain, ils se retrouvent avec des coalitions, une administration, un ministère dont une partie est gérée par tel parti, et telle autre administration est gérée par un autre parti, des ministres qui doivent venir à l'Assemblée à qui on demande des comptes, une bureaucratie qui a toujours gouverné quasi seule en ayant un donneur d'ordre. Aujourd'hui, elle s'y retrouve. Parce que le président a 2-3 thèmes de prédilection, le reste il s'en fout. Et donc on a aujourd'hui une administration qui est bien contente aussi de s'autogérer et de répondre aussi à une unité de commandement. Bon, là on sait que ça vient d'en haut et on est au garde à vous. Donc on a cette administration vraiment dans son sens le plus large, qui en réalité n'a jamais accepté la démocratisation, qui était obligé de composer avec. Et au moment où il y a quelqu'un qui arrive et qui se dit tout va redevenir comme avant, ça leur va très bien. Et qui sont les élites aujourd'hui en Tunisie? Quel rôle elles jouent par rapport à la situation, dans cette situation? Là, si vous voulez, on a un régime anti-élitaire, anti-élite. Donc au début,
il y a chez une bonne partie des élites une détestation des islamistes. Et c'est, si vous voulez, la boussole de toutes les décisions, que ce soit des partis politiques ou que ce soit de l'administration. Donc quand il y a eu le 25 juillet, ça a été compris comme quelqu'un qui va voter les islamistes hors de Tunisie. Donc il y avait un soutien, et populaire, donc très important pour le 25 juillet, et aussi la majeure partie des élites a, sinon complètement adhéré, au moins laissé le bénéfice du doute. Donc ça va de la centrale syndicale du GTT, qui aujourd'hui est en train de manifester contre le président, à la Ligue des droits de l'homme, à l'ordre des avocats, au patronat évidemment. La plupart des partis politiques soutenaient le président, et les cercles intellectuels. Moi, je prends un malin plaisir à sortir les tribunes grandiloquentes que signaient les sachants pour nous dire, attendez, vous n'avez rien compris, il est en train de bien faire, mais qu'est-ce que vous racontez? Moi, je me souviens d'une tribune qui m'a vraiment fait mal, parce qu'elle répondait à une tribune que j'ai sortie en octobre 2020, octobre 2021, que j'ai publiée dans Le Monde, en disant, attendez, là on va droit vers la dictature. Tous les ingrédients sont là pour un régime autoritaire. Et il y a eu une contre-tribune disant mais non, mais pas du tout, non, la Tunisie ne vit pas sous la botte d'un dictateur. Pendant un premier temps, les gens se sont dit c'est l'occasion idéale, ça fait 10 ans qu'on essaie de se débarrasser des islamistes, voilà, il y a quelqu'un qui vient le faire. Alors, peu importe, ils pensent à peu près la même chose que sur la laïcité de l'État, enfin, la sécularité de l'État, qu'il soit hyper conservateur, tout ça, c'est pas grave, il va dégager les islamistes. Et après, en fait, on a des élites qui se croient toujours plus malignes que le reste du monde. Donc, je prends notamment deux exemples qui sont très importants. Il y a deux constitutionnalistes, donc lui, il était prof de droit constitutionnel, enseignant de droit constitutionnel, c'est quelqu'un qui n'a jamais soutenu sa thèse, qui n'a jamais eu de doctorat, qui ont travaillé avec lui, qui le connaissaient, dont un était son prof, et qui ont écrit pique-pendre sur lui en 2019 quand il s'est présenté. Qui ont, pour l'un, clairement soutenu son challenger, Nabil Qal, et pour l'autre, il a dit... ils ont écrit des textes pour dire qu'il fallait surtout pas voter pour lui, que c'est pas... Et on voit ces deux messieurs, on les voit autour de lui, nous expliquant que non, mais c'est très bien ce qu'il est en train de faire, c'est bien il n'a pas violé la Constitution. Donc c'est des personnes qui ont mis à profit leur magistère scientifique et moral pour valider ce qu'il fait. Et ils ont dit non, vous n'avez pas compris, c'est ce qu'il faut faire, c'est très bien. Ok, donc acte. Et donc ces gens-là, ils l'ont accompagné pendant 9 mois. Ils ont écrit avec lui ce qu'on appelle le décret 117 qui lui donne les pleins pouvoirs en matière législative. Ils ont validé le fait qu'ils mettent au pas, qu'ils tentent en tout cas de mettre au pas la justice, qu'ils dissolvent le Conseil supérieur de la magistrature élu, qu'ils détricotent tout l'arsenal qui a été fait précisément pour éviter un retour au despotisme, et ils valident tout ça. C'est très bien. Après, ils pensaient qu'il allait leur confier l'écriture de la Constitution, qu'ils allaient proposer un texte constitutionnel d'un système, on va passer d'un système, on va dire, semi-présidentiel, semi-parlementaire, à un régime présidentiel, ou plutôt semi-présidentiel, tel que le régime français actuel. C'est-à-dire un président qui choisit son Premier ministre, mais un Premier ministre qui soit comptable et devant le Parlement et devant le président. C'est un régime, à titre personnel, je lutte contre ce genre de régime, mais bon, c'est un régime qui peut rester dans la sphère démocratique. Donc ils ont préparé, il leur a confié une commission, ils ont fait des travaux, ils ont auditionné des gens, très bien. Et bien après, il a pris leur texte, il l'a mis à la poubelle, il a pris la partie droit et liberté, et il a sorti une constitution
hyper présidentielle. Il y a des gens qui parlent d'un régime présidentialiste, c'est même pas ça, c'est hyper présidentiel. On a vraiment le président de la République qui a l'essentiel du pouvoir, un parlement plutôt croupion qui peut voter des lois, enfin qui vote des lois, la partie législative, il a exactement les mêmes prérogatives, mais en réalité, le contrôle de l'exécutif est quasi nul. Et un président dont tout procède, et tous les pleins pouvoirs, tous les contre-pouvoirs ont été on va dire, vidés de leur substance, ou largement, en tout cas, largement affaiblis. Donc on a ça. Et eux, ils pensaient, donc je reprends ces messieurs, ils pensaient qu'ils allaient lui imposer leur idée. Il a vraiment jeté à la poubelle ce qu'ils ont fait, et il les a traités avec tout le mépris du monde. C'est-à-dire, il leur a plus reparlé. Donc ils ont fait exactement ce qu'il attendait d'eux, c'est-à-dire ils allaient voir les chancelleries occidentales pour leur dire non, rassurez-vous, tout est sous contrôle, vous voyez, nous sommes des personnes laïques, hein, c'est pas du tout, il n'est pas du tout en train de mettre une dictature, nous sommes des personnes respectables, etc. Bon, aujourd'hui, c'est des personnes qui ont accompagné cette mise en place, cette entreprise. Aujourd'hui, ils disent que c'est une dictature, mais bon, trop tard. La même chose avec le GTT. Aujourd'hui, lui, ce qu'il a fait, c'est pendant 1 an, il a méthodiquement affaibli ou carrément annulé les contre-pouvoirs, les uns après les autres. Et aujourd'hui c'est les médias, clairement, avec ce qui s'est passé avec le directeur de Mosaïque FM, qui a été interrogé sur la ligne éditoriale, et donc qui est poursuivi notamment parce qu'il se serait enrichi de manière illicite. D'après ses avocats, ils ont démontré le contraire. Encore une fois, le président a dit qu'ils sont coupables, donc ils doivent être coupables. Et il se serait enrichi pour peser sur la ligne éditoriale de son média, qui effectivement est très critique. Pas son média, une émission en particulier, qui est l'émission politique la plus écoutée de Tunisie, Midi Show. Cette émission, oui, elle dit que ce qui se passe n'est pas bien, quoi. Clairement, même si elle invite aussi des personnes qui soutiennent le président et une pluralité, mais si vous voulez, les chroniqueurs de l'émission, les animateurs ont un positionnement critique de ce que voilà, la démocratie, c'est pas Reissal qui nous l'a donné pour qu'il nous l'enlève. Des gens sont morts pour la démocratie, des gens sont morts pour la liberté d'expression. Donc c'est pas à lui de décider quand commence et quand se termine. Donc on a ça, aujourd'hui on a des opposants qui sont arrêtés, les dossiers, en plus on laisse n'importe qui faire des repris de justice, on leur donne des rapports de police et des éléments de l'enquête, ce qui est interdit par la loi antiterroriste. Mais par contre, là, tant qu'ils sont proches du pouvoir, ils sont intouchables. Il y a une avocate qui annonce l'arrestation des gens avant même qu'ils ne soient arrêtés, avant même qu'ils ne sachent qu'ils sont convoqués par la justice. Il y a des dizaines de plaintes contre elle, rien. Il a sorti une loi, soi-disant contre les fake news, qui permet de criminaliser l'opposition et la critique du régime, en disant que c'est une fausse information, et hop, derrière, ça peut vous valoir 10 ans de prison. Là, on est passé au stade où on arrête des opposants, en les faisant passer pour des terroristes, ce qui fait froid dans le dos. Ce qui d'ailleurs est très grave aussi, parce que ce recours à la loi antiterroriste, moi ce qui me fait le plus peur, c'est même pas ça, c'est qu'il y a une coopération internationale en matière de terrorisme. Aujourd'hui, si on explique que ces opposants sont des terroristes et qu'on utilise le terme terroriste à tort et à travers, à la loi antiterroriste à tort et à travers, ça va même créer des problèmes de coopération, c'est-à-dire que ça va discréditer la Tunisie sur la menace terroriste, qui est encore très importante. C'est-à-dire, je veux dire, le vrai terroriste, hein, je veux pas dire, pas mes camarades qui sont aujourd'hui en prison. Des vrais terroristes, là, on a la brigade antiterroriste qui est en train de s'occuper des opposants. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est bien pour la sécurité nationale, je ne le crois pas. Donc, on a cette situation, et là, aujourd'hui, au moment où on parle, on est passé à encore autre chose. C'est l'UGTT qui est en ligne de mire, qui aujourd'hui, donc on est le samedi 4 mars. Le 4 mars, alors où on se parle, il y a une manifestation à Tunis de l'UGTT. Il y a des syndicalistes qui ont été arrêtés, d'autres qui sont poursuivis pour leurs activités syndicales. Et aujourd'hui, il y a une partie de l'opposition et l'UGTT qui défilent contre
le pouvoir d'un seul. Ça, c'est le slogan qui est... C'est une UGTT rassemblée ou il y a des divisions internes? Alors, il y a toujours des divisions. C'est ça le problème aussi de Reichside, c'est que pendant des années, sa force vient de ça, c'est qu'il a investi il investit les marges. Tout ce qu'on appelle le mouvement social autonome, qui n'est pas dans le GTT, il a eu des liens avec tous les mouvements sociaux. Il est allé les voir, hein, en même temps. Les autres ne sont pas occupés d'eux. Reichside est allé les chercher. Donc j'ai envie de dire c'est tout à son honneur. Et l'UGTT, en interne, grosso modo, l'UGTT, c'est la gauche et les nationalistes arabes. Il y a les nationalistes arabes qui sont très contents d'avoir quelqu'un un Bachar en puissance. Donc, je veux dire, s'ils arrivent à s'accommoder de Bachar al-Assad, c'est un enfant de cœur à côté. Donc ils sont très contents qu'il y ait un homme fort qui en plus leur règle le compte qu'ils ont avec les islamistes depuis Abdel Nasser et comment il s'appelle j'oublie son nom. Et Saïd Roth, voilà, donc il y a une vieille querelle entre islamistes et nationalistes arabes, donc ils sont bien contents. Ils n'ont jamais été connus pour leur excès de démocratie, ni leur excès de démocratie libérale. Donc, grosso modo, les composantes nationalistes arabes sont plutôt du côté du président. Il y a une partie de la gauche qu'on appelle une sous-partie d'un mouvement qui s'appelle les Patriotes démocrates. En gros, l'extrême gauche en Tunisie, il y a les Patriotes démocrates et le Parti des travailleurs. Donc, une partie des Patriotes démocrates, pareil, qui n'ont jamais été connus pour leur adhésion à la démocratie, soutiennent aussi, envers et contre tout, expliquent jusqu'à l'inexplicable, en disant c'est très bien. Donc, mais je crois que c'est en train de bouger, y compris pour ces composantes-là, parce que ces composantes aussi ont intérêt à ce que l'UGTT pèse. Et donc, dès lors que la maison brûle, on ne va plus regarder dans le détail. Donc, il y a un resserrement autour de la direction et autour de l'UGTT qui risque vraiment, c'est un contre-pouvoir. C'est un contre-pouvoir qui va être très utile parce que la Tunisie, contrairement à ce que raconte le président de la Tunisie, le gouvernement en tout cas est en train de négocier un plan d'austérité avec le FMI. Et le seul réel contre-pouvoir, il n'y a jamais vraiment eu de parti de gauche structuré en Tunisie, le seul contre-pouvoir, c'est l'UGTT, qui va s'opposer à la privatisation à tout va, et qui va s'opposer aussi au plan d'austérité qui va probablement se mettre en place, dont une partie est déjà inscrite dans la loi de finances de 2023. Donc, le pouvoir a tout intérêt à ce que le GTT soit affaibli, parce que pour le président, c'est une menace, parce que tout ce qui conteste le président est une menace pour le président. Et aujourd'hui, on a compris que ça voulait dire une menace pour lui, c'est une menace terroriste. Et pour le gouvernement, ça lui permet aussi de passer son plan d'austérité plus facilement quand on a une UGTT affaiblie. Donc, tout le monde a intérêt à affaiblir la UGTT. Et aujourd'hui, la guerre est déclarée. Hier, le président a reçu le ministre des Affaires sociales pour lui dire l'UGTT n'a pas à faire autre chose. Le syndicat n'a pas à faire de la politique. Ce qu'il faut pour la Tunisie, le syndicalisme a toujours été très politique en Tunisie, toujours, d'une part. Et après, il lui a dit, mais avec tout le sérieux du monde, je ne comprends pas pourquoi il manifeste, est-ce qu'on a restreint les libertés? Donc, avec ce niveau de perception du réel qui confine à l'absurde, la guerre est clairement déclarée. Aujourd'hui, le secrétaire général de l'UGTT a déclaré qu'il soutenait les prisonniers d'opinion qui étaient donc à Morlagué, qui est la grande prison civile de Tunis. Donc la guerre est déclarée, je ne sais pas du tout comment ça va évoluer, parce que d'une part, on a aujourd'hui, l'UGTT c'est vraiment le dernier pan des élites
qui passe clairement contre Faisal, qui passe de l'autre côté. On a le patronat, mais le patronat est très affaibli aujourd'hui. Ils ont pas mal de casseroles, donc ils se tiennent au garde à vous, mais ils ne soutiennent pas par enthousiasme le projet, ils soutiennent par obligation. Et le patronat, de toute façon, pèse beaucoup moins que le GTT en Tunisie. Et on a, par contre, on a une opinion publique qui est du côté du président. Et je ne sais pas, moi, de ma vie, de mes lectures, je n'ai jamais vu quelqu'un pouvoir gouverner sans les élites. Il y a toujours des élites qui... Aujourd'hui, la majorité des élites, plus du côté de Price-Side, mais il a un soutien populaire. Donc c'est une équation inédite. Et on verra comment ça va évoluer. Je précise, les élites, à part les élites administratives dont j'ai parlé tout à l'heure, qui aujourd'hui ont tout intérêt à soutenir. Et je crois aussi, peut-être que c'est en train de changer, mais disons que jusqu'à il y a un mois, on va dire, jusqu'à la fin des élections, même l'opinion internationale, ou en tout cas les gouvernements avec lesquels travaille la Tunisie, ont aussi intérêt au régime. Peut-être pas Faisal, mais au régime de Faisal. C'est la question que j'allais vous poser avant d'aborder peut-être les perspectives. C'est quid des soutiens à l'international du régime? Alors, on va commencer par deux plus grands soutiens. Emmanuel Macron, Abdelaziz Tebboune. Là, c'est des soutiens clairs et nets. Même si, bon, après l'affaire Amir Aboula, oui, peut-être eu de l'eau dans le gaz, mais Abdelaziz Tebboune, il s'est prononcé à plusieurs reprises en faveur de ce que fait Faisal. Il a dit très vite en août, je le cite dans mon livre, en août 2021, il a dit de toute façon nos peuples ne sont pas faits pour ce genre de régime. Explicite. Ce qui est explicite, surtout quand on voit ce qu'il fait aujourd'hui en Algérie, au moins c'est clair. Et d'ailleurs, il y a une loi qui a été dictée par Faisal, qui aujourd'hui gouverne tout seul, il n'y a même pas besoin de parlement. La loi contre la contrebande, c'est quasiment du copier-coller de la législation algérienne, y compris dans les peines. Et en plus, il a demandé aux gens d'aller voter au référendum, par exemple, ce qui est vraiment une ingérence. Le pouvoir qui aime bien dénoncer les ingérences qu'un pays qui reste étranger est certes frère, mais un pays étranger qui disent allez voter alors que l'enjeu, la participation était en soi un enjeu. Que n'aurait-on dit si c'était un président français qui aurait dit ça? Emmanuel Macron, oui, il a dit clairement, il était au sommet de la francophonie, il a dit « Je soutiens mon ami Kais Saied » avec, pour se donner bonne conscience, un petit chapelet du genre il faut que les élections soient inclusives. Et sinon, la France, surtout la France de Macron qui est néolibérale, ça lui va très bien que la Tunisie signe un accord avec le FMI, avec ce que ça va impliquer de perte de souveraineté économique, de privatisation, donc c'est même idéologique. Et de l'autre côté, la Tunisie coopère, pour le coup, contrairement à l'Algérie, coopère à fond sur la question migratoire. Donc, à partir du moment où on soutient, à partir du moment où on refoule la tout va, où on signe les laissez-passer consulaires, c'est très bien. Donc il y a ça. Un troisième acteur qui est l'Italie, Giorgia Meloni. Pareil, cette semaine, elle a appelé Najla Bouden, donc la première ministre, pour la soutenir, notamment dans la migration illégale, etc. Cette affaire des migrants, forcément, c'est quelque chose qui plaît aux Italiens. Et si ça a pour conséquence que les migrants qui se sentent, y compris légaux d'ailleurs, qui se sentent plus en sécurité, qui rentrent dans leur pays, bah, ça fait autant de candidats en moins dans les embarcations pour Lampedusa. Donc après, bon, plus généralement, les autres régimes arabes
qui sont pas des spécialistes de en tout cas des champions de la démocratie, ils sont bien contents que l'anomalie démocratique ait été réglée en Tunisie. Les Américains, bon, toujours le petit messianisme soi-disant démocratique, donc effectivement on a des condamnations où on dit où la Tunisie devrait, encore une fois, si la Tunisie signe avec le FMI, ça les arrange beaucoup plus et donc signe avec le FMI, ça veut dire reste dans le giron occidental, c'est important aussi. Si elle signe avec le FMI, c'est qu'elle ne va pas vers les BRICS, c'est que donc reste dans le giron occidental. Pour la France, reste dans le giron francophone en Afrique. Bon, la démocratie, ça devient secondaire. Mais la France était bien contente que la Tunisie maintienne le sommet de la francophonie. Elle était bien contente que la Tunisie soit l'un des derniers pays qui reste dans l'orbite occidentale, qui reste un pays francophone. Donc voilà, en réalité, tout le monde trouve son intérêt, alors peut-être pas avec Raïsaï, c'est possible que les diplomates ne sachent pas vraiment comment l'appréhender, parce qu'il peut être... il peut se montrer très, comment dirais-je, très imprévisible, c'est possible. Mais le régime qu'il a mis en place, c'est quelque chose qui les arrange. Parce qu'un pouvoir fort, typiquement, pendant 10 ans, on a eu une partie de la gauche et des nationalistes arabes dans l'opposition qui ont hurlé pour faire passer une loi criminalisant la normalisation avec Israël. Au moment où les Occidentaux, en particulier les États-Unis, veulent généraliser les accords d'Abraham, si on a un pouvoir fort avec un parlement qui est le doigt sur la couture du pantalon, ça m'étonne beaucoup que la question de la normalisation, qu'il y ait un projet de loi comme on l'a eu pendant les 10 ans, qui était minoritaire, parce que les élites n'étaient pas pour, mais il y a toujours eu, ça faisait beaucoup de bruit, la question de la normalisation. On voyait un refus clair et net de la normalisation. Donc voilà, finalement, les gens ont intérêt à ce qu'il n'y ait pas. Parce que, je pense que, je prends un pays comme le Maroc, si la normalisation était soumise à un référendum populaire ou même à une assemblée libre, pas sûr qu'elle aurait été validée. Donc finalement, un pouvoir fort chez ces Arabes, de toute façon, ça gêne pas. Alors je sais que je vous ai entendu dire que vous étiez un pessimiste, ouais. et même s'il y a un point d'interrogation sur le titre du livre, hein, c'est vers un populisme autoritaire, point d'interrogation, est-ce qu'on peut quand même imaginer quels seraient les scénarios qui permettraient de relancer les perspectives démocratiques en Tunisie? Par exemple, 2 pistes que je vous propose. Là, est-ce qu'on ne peut imaginer finalement de relance démocratique qu'à l'échelle régionale? Et quid de la place de l'émigration tunisienne ou de la diaspora tunisienne dans le débat interne? Alors, pour ce qui est de relancer, je pense que pour que la démocratie soit viable en Tunisie, et ça c'est vraiment la leçon, mais on le savait dès le début, hein, c'est la leçon de ces 10 ans, c'est qu'il ne peut pas y avoir un îlot de démocratie dans un contexte régional autoritaire. C'est pas possible. Enfin, dès le début, on a vu des puissances, d'ailleurs pas forcément que les voisins, hein. C'était essentiellement des monarchies du Golfe qui s'affrontaient avec leurs représentants respectifs en Tunisie. À un moment, ça ressemblait un petit peu à ce qui se passait au Liban. Donc, on a les acteurs locaux, un tel est chez les Émiratis, l'autre était chez les Qataris. Sachant que les Qataris sont toujours un petit peu plus intelligents, ils misent sur tout le monde. Ils veulent se fâcher avec personne. Donc quelqu'un comme Beji Caid Sebsi a réussi l'exploit de se faire mousser par les Émiratis parce qu'ils voulaient en finir avec les frères musulmans, donc ils l'ont abreuvé de dons et d'argent en toute nature. Et mais en même temps,
les Qataris se sont dit, bon, si c'est lui qui va émerger, on ne va pas se le mettre à dos, et donc ils l'ont soutenu aussi. Donc, ça c'est génial avec les Qataris, ils sont amis avec tout le monde. En revanche, comment dirais-je, en revanche, oui, on ne peut pas imaginer, admettons, j'y crois pas une seconde, mais admettons qu'on trouve sur le court terme une issue démocratique, ça va être la même chose. C'est-à-dire, une issue démocratique, ça implique aussi que les islamistes aient de nouveau un rôle à jouer, enfin les islamistes, j'entends les frères musulmans en Inde, aient un rôle à jouer, peut-être dans l'opposition, je n'en sais rien. Ça va fâcher des voisins, des voisins assez éloignés, et ça va repartir comme en 14. Donc ça, honnêtement, je ne l'imagine pas, parce qu'en même temps, en admettant qu'il y ait une issue démocratique et que Qais Saïed s'en aille de manière démocratique, et en face, qu'est-ce qu'on a? Soit on va avoir la convergence d'une partie de l'opposition entre démocrates et islamistes, et ils vont se refaire la guerre tout de suite après. Et donc on va basculer dans l'instabilité. Soit l'autre acteur qui est très opposé à Qais Saïed, c'est Abiy el-Moussi, de l'ancien régime, et qui, elle, n'est pas démocrate. Je veux dire, elle tient à peu près les mêmes propos que lui, notamment sur les militants des droits de l'homme, en expliquant que c'est des agents d'étrangers. Donc, moi, je valide tout ce que dit Abiy el-Moussi sur les atteintes aux droits, je veux dire, la procédure, la loi, etc., que fait Qais Saïed au nom de l'état d'exception, qu'il méprise même les lois qu'il a lui-même édictées. Ça, je suis d'accord. Sauf que quand on entend parler des médias, Abiy el-Moussi, pendant des semaines, alors maintenant elle a arrêté, pendant des semaines, en fait, depuis 2 ans, elle campe devant le siège de l'Union internationale des oulémas musulmans, qui est une branche des frères musulmans. Et donc, elle a fait un sit-in, et c'est devenu son repère. Donc, elle fait des lives Facebook toutes les 2 à 3 fois par semaine, où elle se met en avant pendant des heures, elle critique ce que fait Qais Saïed, elle critique l'opposition, etc. Et elle s'est mise à faire ce qu'on appelle du monitoring des médias. Elle voit toutes les paroles, toutes les critiques qui lui sont adressées dans les médias, elle les montre à ses troupes, et elle s'en prend, donc voilà, un tel est pourri parce qu'il m'a critiqué, un tel, machin, etc. Donc c'est quelqu'un qui est contre la liberté d'expression. On se dit, elle est dans l'opposition, elle est maltraitée par le régime actuel, et elle trouve le moyen de se retourner contre les médias et de pointer du doigt des journalistes. Alors lui, il a dit ça, mais voyons, alors lui c'est un corrompu, mais lui il a travaillé pour telle association, etc., etc. Et lui fait partie, de toute façon pour elle, tout ceci est un complot. Dès la révolution de 2011, c'est un complot, ourdi par l'étranger, notamment par les Américains et les Européens, pour faire perdre la souveraineté nationale. Donc pour elle, il y a eu un premier volet de ce complot avec les islamistes et les militants des droits de l'homme, et aujourd'hui on a un deuxième volet qui est de Qais Saïed. Pour elle, tout ça fait partie du même complot. Donc cette dame-là, c'est l'une des rares à vraiment mobiliser, c'est-à-dire elle mobilise les foules. Vous imaginez que l'hiver, le soir, alors, les gens ont des familles, elle arrive, quand elle fait ces événements, elle en fait 2 à 3 par semaine. Elle arrive à obtenir quelques centaines de personnes le soir jusqu'à 22-23 heures, y compris des mères de famille, des parents qui viennent et qui la soutiennent. Donc vraiment, elle arrive à faire bouger les foules. Elle n'arrive pas à aller au-delà de son électorat, qui est celui de l'ancien régime, mais elle pèse. Donc elle, c'est une des alternatives. Donc oui, certes, elle respectera la loi, donc ça c'est facile, elle respectera la loi plus que Qais Saïed, ça c'est pas très difficile, mais elle va pourchasser son opposition, les médias, etc. Donc
elle, c'est une des possibilités. Elle est très loin derrière Kais Saied dans les sondages, mais en tout cas, elle a une véritable présence sur le terrain. Donc honnêtement, je ne vois pas de sortie démocratique. Pour ce qui est de la diaspora, et ça, je suis en train de travailler sur un papier scientifique dessus, la diaspora est, en tout cas les premières générations, parce que les deuxième, troisième générations, ils ne sont pas du tout sur ce qui se passe en Tunisie, ils sont plus, et c'est très bien, hein, moi en tout cas je trouve ça bien, ils sont insérés dans les sociétés d'accueil et ils sont sur d'autres problématiques. Mais la diaspora, elle vote peu ou prou comme la Tunisie. Et le soutien à Kais Saied, c'est pareil, c'est un soutien par défaut. C'est-à-dire la diaspora a très très peu voté, y compris au référendum, mais il n'y a pas une véritable diaspora, il n'y a pas des centaines de milliers de Tunisiens qui sont contre Saïd à l'étranger. On a un comportement électoral qui ressemble beaucoup, surtout maintenant avec les réseaux sociaux, avec les familles qui s'appellent tous les jours. En réalité, si la rue en Tunisie est avec à l'étranger aussi, y compris sur la question du racisme. On n'arrête pas de voir les réflexions qui se font. Hier, on est allé manifester devant l'ambassade, on s'est retrouvés, c'est toujours les mêmes personnes. C'est des personnes hyper politisées, c'est des personnes humanistes et donc forcément antiracistes. Donc on a retrouvé les mêmes personnes. Il n'y a pas eu de gens, je veux dire, de Tunisiens lambda installés à l'étranger qui soient venus pour dire ah, non, c'est très grave ce qui se passe, on soutient. Non, non. Donc il n'y a pas d'opposition ni à l'étranger ni en Tunisie. Après, moi, je me souviens de la manifestation du 15 janvier 2011, donc le lendemain du départ de Ben Ali. Effectivement, il y avait un monde fou. Mais moi qui ai fait toutes les manifestations avant le 14 janvier, on était très très peu nombreux. Donc, après, bon, c'était tendance de Ben Ali, le roi est mort, vive le roi. Là, pour le coup, les gens sont venus. Mais je veux dire, jusqu'à la veille, l'avant-veille, on était certes nombreux, parce qu'il y avait quasiment toutes les oppositions qui sont liguées contre Ben Ali. Et il y avait une sacrée différence entre vraiment le 14 au soir et le 15 après-midi, où il y avait une marée humaine partie de République jusqu'à Châtelet. On dit, mais ces gens-là, ils étaient où? Peut-être que, parce que pareil, si les islamistes, je veux bien tout ce que vous voulez, qu'ils aient été corrompus, vous avez lu mon livre et j'écris vraiment ce qu'a fait cette élite post-révolutionnaire de mal au pays, et même comment on a cassé même l'adhésion à la démocratie qui n'était pas fameuse, mais on a dégoûté les gens de la démocratie. J'ai jamais voté islamiste. J'ai jamais voté pour l'ancien régime. Je veux dire, les gouvernants, à l'exception notable d'un gouvernement qui est de loin le meilleur gouvernement, qui est resté 6 mois quand on a fait chuter le gouvernement Farfer en 2020, les personnes pour qui j'ai voté sont jamais arrivées au pouvoir. Jamais. Donc, des gens qui ont voté pour les islamistes, qui ont voté pour Béjar el-Sebsi, qui ont voté pour tout ce que vous voulez, aujourd'hui se disent oh là là, mais il faut. Ils ont fait du mal au pays, ils doivent payer. Le Coco, c'est toi qui as voté pour eux, c'est pas moi. Donc là, honnêtement, et je vous dis, hein, franchement, il y a une adhésion populaire que moi, je suis très peu connu pour Cuba, mais que j'ai pas vu sous Ben Ali. Les gens sous Ben Ali étaient terrorisés. Voilà, ils subissaient le régime, ils ont réussi à s'en accommoder. Le régime, quand même, choyait les classes moyennes, arrivait quand même à s'installer. Donc les gens se disaient, bon, pas faire de politique, mais sans plus. Mais là, je vois autre chose. Là, je vois une adhésion, pas au projet, mais une adhésion de rejet. Ils carburent à ça, ils carburent au complot. La théorie du complot, elle est très perméable dans le pays. Et carbure à ce rejet. Et donc, les gens se disent, laissez-le faire, il est en train de nettoyer le pays. Oui, s'il a dit que c'était des traîtres, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas vrai. S'il a dit que c'était des corrompus, des terroristes, un terroriste, ça finit en prison.
et c'est qu'ils l'ont bien cherché. Puis d'autres ont dit, bon, eux, ils étaient proches des islamistes, donc forcément, ils ont quelque chose à se reprocher. Eux, ils ne pensent pas comme moi, ils ont quelque chose à se reprocher. Et l'idée d'envoyer son adversaire en prison, c'est quelque chose qui est assez acceptable, quoi. Il n'avait qu'à pas faire de politique, ou il n'avait qu'à... Donc, et ça, je veux dire, il n'y a pas de comportement différent dans la diaspora. C'est la même chose. Quand ce sera tendance de dire que Raïs c'est mal, on trouvera des gens pour sortir dans la rue et dire non, non, c'était horrible, etc. Donc, et j'ai envie de dire, c'est dans la nature des peuples, ça c'est pas, je pense même pas que ce soit propre à la Tunisie. Bien, je crois que je vais vous remercier, Monsieur Hatem Nafti. Je rappelle donc la publication de ce livre qui est sorti en 2022, donc octobre 22, je crois, Vers un populisme autoritaire, point d'interrogation, chez Rive Neuve pour la France, chez Nirvana pour la Tunisie. Merci. Merci.